Notre deuxième pétrole, que nous allons couronner tout à l'heure, nous allons offrir le collier à la Marguerite, c'est Jean-Jacques Lesbourg. Alors, nous allons le chercher pour qu'il entre officiellement dans notre assemblée. L'Académie vous accueille, cher Jean-Jacques Lesbourg, et elle est une vieille dame, une institution ancienne par son origine, bientôt centenaire par ses derniers statuts, et elle a rassemblé quelques dizaines des meilleurs esprits et personnalités marquantes de ces lieux de Béarn, auxquels tous sont attachés. En vous proposant de la rejoindre, nous avions en tête de saluer et d'accueillir un homme à la notoriété remarquable dans notre région. Cela aurait dû être votre place depuis longtemps, et je sais que vous avez été approché dans ce but, mais vos activités nombreuses et astreignantes allant différer la date et le jour, celui-ci est enfin venu, et nous nous en réjouissons. Voilà donc admis à siéger au fauteuil de Bernard Porte, qui est un de vos amis, lequel a porté haut l'amour des lettres et de l'édition, et qui, de surcroît, est présent dans notre assemblée, au titre de membre honoraire maintenant. Il n'y a pas de meilleur fauteuil pour un amoureux des arts. Vous aurez donc cédé la place, mais peut-être est-ce pour vous voir plus souvent, qui sait. Dois-je cependant vous présenter, alors que vous êtes sans doute connu de tous, la règle le prévoit, et je m'y conformerai. Je dirais donc qu'enfant de commerçant de Peyrolan, vous aviez un pied dans les Landes et un autre en Béarn. Finalement, vous avez choisi de franchir le pont, et vous voilà depuis longtemps parmi les Béarnais. Mais, enfin, Béarnais ou Landais, des deux côtés du Gave, la plaine est irriguée et se prête tout à fait au développement des céréales, dont vous avez tout de suite senti que l'avenir allait s'ouvrir à cet or vert que seraient les cultures du maïs, du tournesol et du soja, portées par la révolution des espèces. Cet avenir, passé par le contrôle des semences, et vous avez compris avant tout le monde quelle partie en tirer. Raison pour laquelle on vous trouvera à l'école d'agronomie de Montpellier, où se forment chercheurs et ingénieurs. Vous nous raconterez cela, j'imagine, mieux que je ne saurais le faire. Je retiendrai simplement que si vous avez acquis la science du développement des plantes dans la génétique, vos parents vous auront légué, eux, une autre forme de génétique. Le génie génétique, celui du savoir et l'expérience de l'entreprise. Avec un tel bagage, comment ne pas réussir? Vous avez réussi dans votre carrière, passant d'une affaire de 30 salariés à 450 et en restant attentif à l'esprit d'entreprise de grande proximité où l'humanité trouve sa place, forme que l'on trouve plus traditionnellement dans le capitalisme du nord de l'Europe par sa dimension de solidarité sociale, mais que le syndicalisme agricole chrétien a aussi infusé dans la tradition béarnaise. Et chrétien vous l'êtes. Si je dis cela, c'est que vous tenez à le faire savoir, puisant dans ces convictions chrétiennes le sens du travail et de la solidarité que vous résumez d'une maxime, je vous cite, le pouvoir c'est pour servir et non pour dominer, et qui peut se résumer d'un mot dans les relations humaines, la bienveillance. Pour ceux qui vous connaissent, c'est là un trait de votre caractère, affable, bienveillant, souriant la plupart du temps, attentif aux autres, vous ne pourrez que vous épanouir dans cette académie qui cultive ses vertus. Cela étant dit, je retiendrai de votre parcours une autre dimension. C'est celle qui a trait à votre goût pour les arts plastiques de préférence. Bien que vous m'ayez confié que si vous avez tâté du théâtre en compagnie de Michel Galabru, c'était plutôt au chapitre des décors. Vous m'avez même confié que, payant des fleurs sur soi à l'époque où vous étiez étudiant, vous en tiriez un petit revenu immédiatement consacré à l'achat de peintures et d'estampes. Voilà où je voulais en venir. Vous aviez déjà le goût de l'art et vos moyens vous ont peu à peu permis d'en acquérir des œuvres significatives. On pourrait penser qu'un esprit aussi avisé que vous dans les affaires ait eu en vue le placement spéculatif. Mais
Ceux qui pensent cela ne savent en général pas grand-chose de l'art. Le véritable amateur achète d'abord par goût et pour former son goût, car la chose ne va pas de soi, et l'œil comme la main n'est pas si sûr qu'elle opère des choix pertinents du premier coup. C'est pourquoi le collectionneur, car vous appartenez à cette catégorie, commence par se tromper. Mais, dans ce domaine, toute erreur est féconde, car elle forme d'autant mieux le jugement qu'elle coûte cher. C'est ainsi qu'on fait les plus grands, car acheter n'est pas une chose simple, et on dit qu'il y a 3 sortes d'acheteurs d'art. Ceux qui voient d'instinct, ceux qui voient ce qu'on leur montre, et ceux qui ne voient jamais ce qu'ils achètent. Dans ce paysage, vous relevez à l'évidence la première catégorie. Reste une question. Pourquoi achète-t-on des œuvres d'art? Achète-t-on pour posséder? Un peu sans doute, car désirer une œuvre d'art pour soi, c'est vouloir entretenir avec elle un dialogue aussi intime que celui qu'elle a connu avec l'artiste qui l'a créé. Et combien d'heures soupirent au fond des réserves des musées de n'être plus ni vus ni désirés en personne. Ceux qui pensent, animés d'un louable sens de l'égalité devant l'art, que toutes les œuvres allaient tout de suite au musée, où chacun pourrait les regarder, ne savent rien du chemin qui les y conduit, ni de ceux qui les fréquentent de plus en plus en masse, selfie au-dessus de la tête, au pas de course, dans ce marathon qui fait qu'on visite en bouchant des cases et en prenant des photos. Le mois dernier, j'ai fait Paris, la Joconde et la Vénus de Milan. Au musée, la plupart des œuvres, cependant, y finissent, certes, mais après quel voyage? Passant de main en main, d'appartement en appartement, de salle des ventes en salle des ventes, puis, par don ou par nation, elle termine sur les cimaises des musées, qui n'exposent cependant que les meilleurs. Les autres rejoignent la solitude du catalogue. Mais il arrive aussi bien souvent que l'on aime les choses de l'art qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, parce qu'on aime en elle avant tout, c'est l'élan vers le beau et la tentative d'artiste qui a essayé de s'en approcher. Bref, vous conviendrez qu'en ces matières, il faut du temps, un peu d'argent et d'expérience. Tout cela, vous l'avez, et c'est pourquoi le collectionneur que vous êtes mérite qu'on l'évoque. Vous êtes entré dans le monde de l'art, m'avez-vous dit, par la porte d'Espagne. Anthony Clavé, Antonio Saura, Chillida et les gravures de Picasso. Il y a des chemins plus hésitants. Votre première approche est donc éclectique, j'en ai donné les raisons plus haut. Mais ce qui est remarquable, c'est que tout le monde des années 80, vous aussi avez décidé d'être absolument moderne. Vous vous rappelez de votre Jacqueline, parodiant Rimbaud, lorsqu'il expliquait que ces mêmes années que nous avions passé de l'ombre à la lumière. Les gens de culture sont rarement modestes. Dans votre cas, la détermination mérite qu'on s'y arrête. Vous décidez alors de faire une collection d'art contemporain, car, me disiez-vous, je vous cite, j'avais le sentiment m'intéressant aux arts de toutes les époques de passer à côté de la mienne. Et vous avez, dans le même mouvement, vendu beaucoup de vos œuvres anciennes pour acheter des œuvres contemporaines. Ce n'est pas banal, car pour le coup, on abandonne les valeurs sûres pour le risque artistique, preuve s'il en fallait que vous êtes bien un amateur d'art. Cette conversion ou mutation, vous l'avez pas faite seule, mais avec la complicité de votre femme, Anne-Marie, qui est ici. On ne le remarque pas toujours, mais c'est une chose très connue. Les grands collectionneurs sont le plus souvent des couples de collectionneurs, car sans cela, les divergences d'appréciation pourraient conduire au pire. Vous avez aussi fait preuve de modestie et de jugement en vous entourant de conseils et singulièrement de conseillers artistiques, tout autant conseillers que pédagogues et facilitateurs, car le grand plaisir du collectionneur, c'est évidemment la possibilité qu'on lui offre de connaître les ateliers et les artistes. Je sais que vous vous êtes donné comme règle d'acheter le moins possible sans connaître les artistes, voulant privilégier la dimension humaine dans l'approche de l'art. C'est ainsi que vous avez pu connaître et approcher des célébrités comme Pierre Soulages ou César Baldaccini, plus connu sous le nom de César comme l'empereur romain. Il fallait préciser vos goûts, on se convaincrait assez vite que votre domaine de prédilection, c'est la sculpture, la forme dans l'espace. Et il y a dans votre collection quelques spécimens majeurs de la sculpture en France. Là aussi, il faut avoir l'œil, car si la statuaire va de soi, jalonnée par les maîtres de l'Antiquité et de la Renaissance, la sculpture, comme telle, surtout dans son moment abstrait, c'est une autre affaire. Il faut avoir vu beaucoup de peinture pour la comprendre et parvenir à l'aimer. Vous êtes capable de cela. Mais
Comment bâtir une collection, puisque c'est ce geste qui fait de vous, sinon l'égal de l'artiste, du moins son indispensable prolongement? Vous allez par méthode, procéder par méthode, sachant qu'on ne peut tout embrasser. Vous êtes intéressé particulièrement à l'art des artistes français connus et inconnus à la période des années 80 à 2000. C'est pourquoi votre collection présente une réelle homogénéité. On pourra s'en rendre compte bientôt, puisqu'elle sera exposée à l'automne au Musée des Beaux-Arts de Pau. Ajouterait qu'il y a des collectionneurs avisés qui vantent à 20 ans dénicher par instinct une œuvre d'artiste majeure. Mais la plupart ont besoin de longues années d'apprentissage et de formation. On ne devient guère un collectionneur conséquent, pour peu qu'on en ait les moyens, avant la soixantaine. Jusque-là, on musarde, on regarde, on tâtonne, on hésite, on écoute, on lit, on se renseigne. Quant à la spéculation, elle est mauvaise conseillère, toujours hasardeuse, le plus souvent déceptive. Le tribunal du goût et de l'histoire est un juge imprévisible. Tout le monde voudrait avoir acheté un Picasso à 5 francs ou un Basquiat à 10 $, bien qu'il fallut laisser le génie dans l'esquisse, dans le brouillon. Car collectionner, c'est souvent un acte manqué, un désir, une inclinaison pour les arts qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais qui laisse un nom particulier, celui d'être sensible aux talents des autres. Ainsi sont les grands marchands et les grands collectionneurs. À y regarder de plus près, on se rendra compte que la collection est un portrait de celui qui l'a conduit. On a vu avec le recul les très grandes expositions illustrées se précèdent. La collection d'Echstein, Léo et Gertrude, la collection Guggenheim, la collection du couple Ménil à Houston, la collection du russe Shchushkin, le véritable visionnaire d'art moderne, toutes sont de cet ordre. Dans ces cas-là, on peut dire qu'ils ont construit une œuvre comme les artistes eux-mêmes et pour les mêmes raisons. Cependant, il est rare que les collectionneurs aient eux-mêmes le plaisir de cette reconnaissance, tant les grandes collections sont posthumes, car lorsqu'elle est entreprise, une collection est en général en rupture avec le goût dominant de l'époque. Que l'on songe aux impressionnistes, aux fauvistes, aux cubistes, aux constructivistes, aux surréalistes, à tous ces artistes morts, méconnus de leur vivant, mais achetés par des marchands avisés et des collectionneurs passionnés. Aussi, le cheminement du collectionneur vers l'œuvre est un chemin semé d'embûches et de doutes. On ne bâtit pas sur des certitudes, mais sur des questions que l'on se pose et que l'art nous pose. C'est dire si ce parcours est exact. Pour finir, je voudrais me livrer à quelques réflexions sur la personnalité du collectionneur. Les plus grands princes de l'Église, comme de l'État, les Médicis à Louis XIV ont collectionné avec goût et passion. Et on raconte, peu avant de mourir, le cardinal Mazarin s'était fait transporter dans la galerie des peintures du palais qui porte son nom et où est aujourd'hui la Bibliothèque nationale, en soupirant, et dire il va falloir abandonner tout ça. Cette réflexion doit nous inspirer un certain respect, car elle est due au fondateur de l'Institut de France, siège des académies. Mais on relèvera aussi que le souci de son âme, passé après le plaisir des sens que lui donne la beauté de l'art, il faut donc conclure qu'il y a bien du divin dans l'art. Telle était, en tout cas, la vie de Mazarin. Vous allez sûrement nous parler du vôtre, cher Jean-Jacques, selon le regard de votre épouse qui est dans l'Assemblée. Chose difficile, j'imagine, tant vous avez chanté cet air-là en duo. Mais c'est bien le prix à payer pour être admis dans cette académie que de nous ravir par l'exposé de vos raisons.